On a eu de la chance d'en avoir un petit peu, enfin on est parti pour un week-end on va dire ensoleillé. Hier on a eu près de 8 heures de pluie, quasiment. Ça explique un peu le désordre sur le camp, on n'est pas vraiment prêt, mais dans une heure ou deux on sera impeccable. Et ça explique beaucoup de choses. Hier on est resté sous la pluie, au ralenti bien sûr, travailler sous la pluie pour installer le campement et tout ça, c'était pas évident. Mais aujourd'hui les dieux celtes on va dire sont de notre côté. Ils ont entendu nos prières, on s'est mis tous en même temps hier soir pour faire notre incantation. Ça a l'air de marcher, pourvu que ça tienne. Donc nous voilà pour la réunification. Oui. Change de casquette. Ah bah là ça serait fête, ce serait open bar gratuit pour tout le monde pendant 2 jours. Le chiche, on le fera. Donc c'est pas encore la réunification, c'est l'inauguration de la sculpture d'Anne de Bretagne par Marc Simon, qui va venir près de moi peut-être. Bon écoute Marc, je parle tant que le drap est là. Quand on va enlever le drap, c'est toi qui va parler, qui va expliquer. Bon. La bataille. Donc c'était le 28 juillet 1488 ici à midi, étaient alignées toutes les troupes bretonnes et alliées. On a commencé à mettre des menhirs là qui symbolisent, qui matérialisent leur présence. Bien sûr, il y avait 11 500 hommes, donc ça allait jusqu'au bois du Zèle là-bas. Et carrément, de l'autre côté de la ferme de Moroval, vous imaginez 11 500 hommes. Les Yahouang, pour ceux qui connaissent le plus grand fest-noz de Bretagne, c'est 6 000 personnes. Là, c'est le double côté breton. Côté français, 15 000 hommes. Avec les vivandiers et tous les hommes qui suivent les troupes, on est à près de 30 000 hommes. 30 000 hommes, imaginez les plus grosses manifestations qu'on ait pu faire à Rennes, on n'a jamais atteint ça. Hein, les plus grandes manifestations, c'est 15 000, 20 000. Voilà, bon, ça vous donne une idée du nombre de gens qui se sont battus ici. Ça marque donc la fin de l'indépendance bretonne sur le plan militaire. Ensuite, il faudra attendre 44 ans, chiffre magique, 44 ans pour avoir une annexion définitive sur le sens diplomatique, avec une embrouille de François Ier. Mais bon, je ne suis pas là pour vous faire de l'histoire. Je reviens sur le pourquoi, le comment de ce site. En fait, on n'aurait jamais osé, sans doute, ou penser ou oser investir ce lieu si on n'avait pas eu une petite agression petite, parce qu'on a gagné grosse si on avait perdu, d'un site d'enfouissement d'ordures ménagères sur la partie nord-nord-est du champ de bataille. On ne va pas remuer les ordures, juste pour dire qu'on a gagné et que ça nous a donné envie de continuer, de poursuivre en acquérant ce terrain, en ayant un pied donc dans la propriété historique du lieu. Et il se trouve que, à ma requête de l'époque, la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier a accepté. C'est vrai que ici, ce terrain était un peu bancal, je veux dire, parce qu'on est sur la propriété de Mézières-sur-Conon, sur la commune de Mézières-sur-Conon, et le terrain appartenait à Saint-Aubin. Ça remontait à Napoléon III. À l'époque, Mézières-sur-Conon devait de l'argent à Saint-Aubin-du-Cormier, et à l'époque, ils avaient fait un troc, ils avaient donné ce terrain, comme quoi l'histoire, comme par hasard, ce terrain-là a eu un destin particulier. Et ensuite, comme il était entre les deux communes, il n'a jamais été utilisé vraiment. Il y a eu ici sur la prairie basse, bon il y a eu des remblais un petit peu, mais la prairie basse d'origine qui était très marécageuse, c'est pour ça qu'on a fait des remblais pour mettre les menhirs, était cultivée mais à l'ancienne, quoi, hein, c'était une petite prairie. Et autrement là c'était du bois et de la lande et des caves, il y avait des caves, ce qu'on appelle des caves, c'est-à-dire des petites carrières à ciel ouvert, qui, malheureusement, dans le temps, ont été remplis par des déchets, pas radioactifs, je vous rassure, mais bon, déchets verts, logiquement, mais il y a eu un peu de tout, c'était avant les déchetteries. Bon, on a donc un petit peu, là, sur la partie médiane, là. Par contre, tout en haut, là, où on fait la fête, là, c'est d'origine. Le bois est d'origine, enfin, là, toute la partie haute est d'origine, et vraiment la partie très basse, où il y a un puits, là, c'est d'origine aussi. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, les 500 hectares, parce qu'on imagine le champ de bétail à environ 500 hectares, les 500 hectares ils sont d'origine. Hein. On a légèrement changé la topographie ici en mettant un peu de remblai, mais c'est pour prendre de la hauteur, parce qu'il y a 500 ans on a perdu, là maintenant, voilà. Et nos amis français sont juste en face, vous voyez le drapeau bleu, blanc, rouge là-bas. Eux ils sont sur les lignes françaises. L'armée française a toujours construit une caserne là où elle a gagné une guerre coloniale, je dis bien coloniale.
Voilà. Et nous on est là, sans armes, et donc c'est une rencontre pacifique aujourd'hui, culturelle, artistique, musicale, historique avec les Gaulois cette année. L'an passé c'était le 15e siècle, et ce sera que la deuxième année où on se lance vraiment dans l'historique. On se dit que au tout début on avait commencé avec l'artisanat, la musique également bien sûr, il y aura toujours de la musique. Et puis on s'est dit que la vocation de ce lieu, c'était quand même de parler de l'histoire, pas forcément l'histoire médiévale, on va en parler bien sûr, mais toute l'histoire, quoi, depuis nos origines de l'histoire de l'humanité, parce que la Bretagne, forcément, ou l'Armorique, ou la péninsule armoricaine actuelle, sur le plan géographique, a connu forcément toute l'évolution de l'humanité comme les autres coins de la planète. Et on s'arrêtera quand même à 1532, parce qu'après, là, l'histoire nous échappe un petit peu, on est sous domination du pays voisin, là, vous savez. Donc on peut plus parler de notre histoire. Et là, on sera obligé de se plaindre sans arrêt parce qu'on a pris plein de claques dans la figure pendant 500 ans. Et donc là, ça nous intéresse un peu moins. Mais tout ce qui est du néolithique jusqu'au 15e siècle, on va le faire. Donc 15e siècle l'an passé, Gaulois cette année. L'an prochain, on revient au médiéval, mais peut-être une autre époque, une autre saison. On pensait au XIIIe siècle, on verra. Et pourquoi ce serait en biennale le médiéval? C'est parce que sur Fougères, ils ont les Fougères, l'association Les Fougères en deux mots, organise une biennale médiévale donc tous les 2 ans forcément à Fougères. Cette année, c'est dans la semaine prochaine, dans le château, près du château. Et donc comme c'est les mêmes personnes, grosso modo, on peut pas aller les embêter, donc on fait une époque qui n'a rien à voir. Donc tous les 2 ans médiéval et tous les années intercalaires, une autre époque. Voilà. Et donc cette année c'est Yann Le Rouzic, il n'est pas là, Yann Le Rouzic, non, il n'est pas là, donc c'est Yann Le Rouzic qui a géré, qui a invité ses amis gaulois. Et peut-être que les autres années avec lui on fera la période, ce serait très intéressant, la période d'arrivée des Bretons de l'île de Bretagne en Armorique, juste après la chute de l'Empire romain. Donc là ce serait du celtique tardif, et ça peut être très intéressant, il y a des troupes là-dessus aussi. Et ensuite ce qui serait intéressant à faire c'est l'époque de Nominoé bien sûr, 9e, 10e siècle, etc. Donc vous voyez on a de nombreuses années éventuellement avec plein d'idées. Donc je reviens à la sculpture d'Anne-de-Bretagne. Ici donc on est sur les lignes bretonnes et alliées comme je vous l'expliquais au début. Et l'idéal, alors vous allez dire on a copié sur la vallée des Saints. Non, on a eu l'idée avant, mais bon, eux n'ont pas copié sur nous parce qu'on ne l'avait pas encore fait. On a eu l'idée en 2003, on a acheté le terrain en 2003 pour ça, pour faire ça. Et là on est en 2015, pourquoi on a autant de retard sur la vallée des Saints? Parler des Saints aujourd'hui c'est politiquement correct. Parler de nos ducs, de nos rois, visiblement ça l'est beaucoup moins. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, amusez-vous à visiter tous les musées de Bretagne. Il n'y en a pas un seul, je vous mets au défi d'en trouver un seul, qui parle de nos ducs et de nos rois. Il n'y en a aucun. En général, l'histoire de Bretagne, vue par les musées, sous obédience française, forcément, parce qu'ils doivent demander l'autorisation à Paris pour créer un musée, c'est comme ça, dès qu'il y a des subventions, Paris doit donner son accord. Et pour eux, l'histoire de la Bretagne commence avec le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, avec l'annexion. Avant, on devait cultiver des scorpions dans un désert aride avec des cactus, alors que non, on a été la 4e puissance d'Europe. Et on a eu, je ne sais plus de mémoire, 54 ou 54, 56 rois, ducs régnants, princes régnants. 4e puissance d'Europe, première flotte de commerce d'Europe à égalité avec l'Angleterre, si ça vous dit quelque chose. On était très riches, pacifiques. Et on était un peuple qui ne demandait qu'à vivre tranquillement, mais seulement on était tellement riches que la France et l'Angleterre nous convoitaient, etc. Je suis reparti sur l'histoire, excusez-moi, je suis très bavard. Et donc Anne de Bretagne, pourquoi Anne de Bretagne? On a ici Jacques de Poulpiquet avec qui on a fondé en 2014 le comité Anne de Bretagne. Figurez-vous qu'en 2014 c'était le 500e anniversaire de la mort de notre duchesse, dernière duchesse régnante digne de ce nom. Ensuite, le titre a été encore accordé, mais plus de la même façon, on était déjà dans l'annexion. 500e anniversaire de sa mort, et il y a plein d'associations bretonnes qui se sont réunies, dont MAB, donc j'étais le président, Jacques de Poulpiquet ici présent, qui représentait toute Gentilly-Bresse, la noblesse de Bretagne. Et tous les deux, c'est Jacques le premier qui m'en a parlé, j'ai dit oui tout de suite, banco, il faut faire quelque chose pour la duchesse Anne en 2014. Et on a été chercher sur internet, les seuls trucs qui étaient prévus en 2014 c'était côté français, mais bien sûr la reine, et hors Bretagne.
il faisait une ou deux animations culturelles en Vallée de Loire, dans les châteaux de la Loire. Mais nous, ça ne nous intéressait pas parce que c'est pas cet aspect-là de la duchesse ou d'Anne de Bretagne qui nous intéressait, bien sûr. Et on a réussi à fédérer une bonne trentaine d'assauts en moins d'un an, en 2013. Et on a fondé le comité Anne de Bretagne. Vous pouvez aller toujours sur le site, vous tapez comitéannedebretagne.org, il me semble. Et là, vous allez voir toutes les manifestations qu'on a réussi à mettre en place. Pas nous individuellement, mais on a coordonné au moins une centaine de manifestations autour d'Anne de Bretagne qui, à elles toutes, ont certainement amené un grand public, ont fédéré beaucoup de monde. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a un engouement, un amour presque irrationnel pour la figure de la duchesse Anne. C'est vrai que ici à Bataille Saint-Aubin de Cormier, elle avait que 11 ans. Elle avait 11 ans ici au moment de la défaite. Son père, le duc François II, est quasiment mort de chagrin l'année même, il me semble. Un mois après la bataille. Un mois après, oui. Et donc, elle a un destin tout à fait hors du commun. Vous imaginez, elle était orpheline à 12 ans, elle avait déjà perdu sa mère avant. Orpheline